Je suis content de vous savoir toujours branché, fidélisé au programme de Siloé Télévision, mais aussi particulièrement à votre programme Choc d'idées, votre club de la culture. On est lundi, 17 h déjà, comme promis. Le club ouvre. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, on est très honorés parce qu'au programme, il y aura la littérature, il y aura les cinémas. Alors, ces deux-là ont accepté de nous faire honneur aujourd'hui et ils sont à 4, mes invités. Mais permettez-moi d'abord de vous remercier parce que vous avez été très nombreux à nous écrire pendant ces 2 semaines de deuil parce qu'on a perdu notre mentor, on a perdu l'initiateur même de ces chaînes. Mais c'était aussi pour nous un moment de joie parce que l'Éternel lui a rappelé à ses côtés. Alors, mesdames, messieurs, ça va commencer. On ne va pas perdre beaucoup de temps. Choc d'idées, à tout de suite. Ces plateaux, ils sont sur mon plateau, permettez-moi la tautologie. Eux, c'est qui? C'est d'abord Monsieur Tony Elebe, libre penseur. Il s'est dit libre penseur non affilié. Bonsoir, Monsieur Tony. Bonsoir, Elie. Comment allez-vous? Je vais très bien. La santé, ça va? Oui, ça va. Comment vous trouvez le club Choc d'idées? Bien, c'est un cadre que je découvre et que je trouve fort agréable. J'ai le plaisir de rencontrer une collègue écrivaine et je découvre également une actrice et un réalisateur, si je m'abuse. Ce sera une belle expérience. En tout cas, moi, je m'en vais vous souhaiter la bienvenue et j'espère qu'on va vraiment passer de très bons moments. Alors, Madame Jamelia Sou, vous êtes actrice du cinéma. Ouais. Ça va? Ouais, ça va. Bonsoir. Bonsoir. Très joli. Hein? Merci. Vous vous sentez tranquille, à l'aise chez nous? Ouais, ça va. Le cadre vous plaît? Ouais. J'espère qu'on va passer des très bons moments. Bien sûr. Et elle est accompagnée de son réalisateur, mais c'est Gigi Akouane. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Super bien. Alors, vous venez nous présenter votre série télévisée qui s'appelle Jama. C'est en ligne depuis la semaine dernière, c'est ça? Non, ça fait quand même un bon bout de temps. Hein. On va bientôt aller pour, je crois bien, 7 mois. 7 mois depuis que c'est... Ouais, sur la plateforme. Ok. On va en parler. D'accord. Et puis, Madame Belbiche Mouinda, romancière. Votre tout premier roman. Exactement, monsieur. Et pourquoi vous avez choisi Choc d'idées pour le présenter au premier? Ben, c'est une opportunité que j'ai saisie tout simplement. Ok. Vous vous sentez à l'aise? Très à l'aise. Assez rodé pour répondre à mes questions. Je le pense. Parce que je vous avoue, j'ai lu votre roman et on va en parler tout à l'heure. Alors, je vais commencer par Monsieur Nick. Vous publiez les nouvelles du Sangwali, qui est un recueil de micro-nouvelles. D'abord, c'est rare. Hein? Pour moi, c'est la première fois que je lise des des micro-nouvelles. Pour moi, c'est la première fois que je lise des micro-nouvelles. Pourquoi le choix des micro-nouvelles? Parce qu'à un moment donné, au bout de ma lecture, j'avais comme l'impression que ça ne se finissait pas, que l'intrigue n'était jamais achevée, que vous laissiez le lecteur sur sa soif. Est-ce que c'est un choix littéraire pour attirer? Alors, les micro-nouvelles, c'est un concept d'écriture qui veut qu'on leur raconte une histoire en 500 mots. Devant un écran d'ordinateur, ça vous fait une page à 4. Alors, l'idée, c'est d'arriver à captiver le lecteur avec une introduction qui accroche, un déroulement avec une intrigue forte, et en sortie, il n'y a pas de conclusion parce qu'on laisse la liberté au lecteur de tirer ses propres conclusions. Les micro-nouvelles, telles que je les écris, sont des œuvres de fiction sociale, avec quelques connotations philosophiques. Donc c'est la réflexion du lecteur qui prime sur celle de l'auteur que je suis. La connotation philosophique, parce que vous vous définissez comme penseur. C'est-à-dire libre penseur. Libre penseur. Libre penseur. Pourquoi non affilié? Vous sortez affilié. de la norme Non, je ne sors pas de la norme. Disons que je ne m'enferme pas dans une quelconque philosophie, dans une quelconque école de pensée, dans une quelconque religion, mais je puise dans chacune d'entre elles. Donc j'appartiens à toutes, à tous, à tous les courants de pensée, mais je ne m'enferme dans aucune d'entre elles. Donc je suis libre en cela. Religion, c'est d'ailleurs l'une des thématiques ou l'un des thèmes que vous abordez dans votre ouvrage, précisément dans le poème Héritage des atomes. Moi, je retrouvais là
un peu une forme, permettez-moi de le dire ainsi, mais un peu une forme de dégradation de ce qu'on appelle chez nous les religions traditionnelles. Parce que vous contez l'histoire d'une mère qui initie sa fille et ensuite sa petite fille, mais devant un problème, elle se rétracte pour aller voir un pasteur, comme on appellerait chez nous, des églises de blancs. Pourquoi une telle intrigue? Vous ne trouvez pas que vous allez offenser ceux-là qui tiennent énormément aux racines locales? Alors, je ne repousse pas, au contraire, dans cette histoire, je montre comment l'être humain, face aux difficultés qu'il peut rencontrer, parce que dans l'histoire, il s'agit d'une grand-mère qui se tourne vers un pasteur parce qu'elle est face à une difficulté majeure. Sa fille est malade et elle n'a pas de remède pour trouver guérison. Et donc, partant de là, il faut bien trouver une solution. Et donc, le pragmatisme a voulu que cette grand-mère-là, à un moment donné, se dise, écoutez, s'il y a une autre solution qui existe, je m'ouvre. En fait, il ne s'agit pas de rejeter, mais plutôt de s'ouvrir à une autre réalité. C'est très personnel pour vous, parce que vous me disiez tout à l'heure que vous n'êtes pas enfermé. Ces personnages vous rencontrent légèrement D'une certaine manière, mais dans ces micro-nouvelles, il y a également une autre micro-nouvelle où c'est l'inverse qui s'opère. Effectivement. Je pense que vous avez lu toutes les micro-nouvelles. Donc, il y a un échange qui va de l'un vers l'autre pour peu que dans cette démarche-là, on trouve son chemin. Voilà. Et un chemin qui reste dans le respect de l'humanité, dans le respect de l'autre, dans le respect de la nature. On va l'un vers les autres. Mais moi, je vais dire, je suis un peu conservateur dans ma façon de percevoir, parce que je me dis, l'homme, c'est d'abord son identité, et culturelle et spirituelle, mais ça doit être particulier. Mais vous dites, il faut s'ouvrir. Mais dans l'un de vos poèmes, je crois, Une journée pas comme les autres, là, vous démontrez de manière assez dichotomique que quand on n'a pas une identité collective, les gens ne savent pas se mettre ensemble. Parce que vous mettez en scène une chienne, ou un chiot, un chien, je dis bien, qui ne voit les gens se réunir qu'autour d'un repas et d'un match de foot. Moi, je trouvais légèrement contradictoire cette micro-nouvelle avec celle précédente que je viens de vous citer tout à l'heure. Est-ce que vous avez la même impression que moi ou vous allez la défendre autrement? Oui, mais la vie en elle-même, quand on la parcourt, quand on l'observe, elle est faite de plein de contradictions. Rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. On est toujours dans le gris en réalité. Donc ça participe toujours de cette posture dans laquelle je suis où on ne s'enferme pas. Voilà, on ne s'enferme pas, on est ouvert à toutes les possibilités. Mais si on ne s'enferme pas, finalement, on va perdre son identité propre. Parce que il y en a qui disent être universel, ce n'est pas, c'est régner. D'ailleurs, en commençant par être soi-même, on va vers l'universel parce que c'est le rendez-vous de donner et de recevoir. Mais en réalité, l'identité n'est pas quelque chose de statique. L'identité, c'est quelque chose qui se construit. Ça, c'est la vie des progressistes. Tant à l'échelle de l'individu qu'à l'échelle des sociétés. On ne reste pas les mêmes. Aujourd'hui, nous ne portons plus des jupes en tant qu'hommes. Aujourd'hui, nous ne nous promenons plus torse nu parce que le monde a évolué. Et donc, il y a forcément une évolution dans le chef de l'individu, mais également dans le chef de la société. Et celle-là, elle se réalise souvent parce qu'on est à la découverte. Et une fois qu'on a fait des découvertes, eh bien, on évolue et on change ses attitudes. Je veux revenir à vous parce qu'il y a énormément de thématiques que j'aimerais aborder avec vous. Et on va faire un exercice. Je sais que les micro-nouvelles, on n'a pas terminé la trame, mais je vais faire un exercice avec vous en tant que penseur. On va essayer de se projeter pour quand même essayer de donner de fin, même si ça ne sera pas les fins de lecteur. Nous, on va s'amuser à ça. Monsieur Gigi Akwane, cinéaste et producteur, on va essayer de parler de votre série, Jama, qui met en scène une famille, je vais dire une famille des Richards, où les parents ne sont jamais là. Moi, j'ai beaucoup aimé la série parce que c'est très, très révélateur de l'époque. L'époque où l'homme et la femme vont travailler. C'est-à-dire que le patronat est fait tel que c'est d'abord le gain. Et qui encadre les enfants, on ne sait pas. Et on sait le voir dans votre série parce que justement, les enfants sont en débandade sous la responsabilité de leur aîné, qui lui aussi c'est un enfant. Et finalement, la cacophonie rentre. J'aimerais que vous dites un mot d'abord sur la série de manière générale. Est-ce que je l'ai bien résumé? Je pense que oui, vous l'avez bien résumé parce que
vous avez dit clairement de quoi il en retournait, quoi, par rapport à une riche famille qui se réunit, qui se retrouve voient eux-mêmes en fait que les parents sont à l'extérieur du pays justement en train de chercher des voies et moyens pour que les enfants ne manquent de rien. Sauf que ce sont des parents qui pensent que l'argent suffit à tout. C'est pour ça que même dans plusieurs parties, il y a des enfants qui disent, évidemment surtout l'actrice qui est de l'autre côté, qui dit dans une de ses répliques qu'ils pensent qu'on voyait de l'argent comme si l'argent répondait à tout. Effectivement. Donc elle réclame aussi évidemment cette éducation d'une mère avec sa fille en fait. Donc je crois que vous l'avez bien résumé. Mais moi je veux dire, ça percute l'époque. Parce qu'aujourd'hui, une mère qui travaille, ça trouve une nourrice qui encadre les enfants. Et quand ils sont assez grands, c'est l'école, c'est le travail. Qu'est-ce que vous avez voulu finalement dire à la société? Que les lucres ne suffit pas, ça on a compris, mais qu'entre les deux parents, l'un devrait nécessairement rester à la maison? C'est ce que vous avez voulu dire? C'est vrai que je suis conservateur de ce côté-là aussi également. Je pense que c'est vrai que je m'adapte aussi du fait que la femme de nos jours doit également participer à la recherche des lucres comme son mari, mais que ça ne soit pas, comment dirais-je, à temps plein en fait. Je pense que malgré cette sortie d'aller chercher, d'aller travailler, il y a une partie très importante de la maison que la femme a. Que la femme. Oui, c'est la responsabilité de la femme. Oui. L'homme ne peut pas rester éduquer les enfants. Si, l'homme peut le faire carrément. Mais je suis plus ancré sur la femme. Madame, est-ce que vous êtes d'accord que la femme, c'est elle qui doit rester à la maison? Parce que moi, peut-être je partage son avis, parce que l'enfant vient de vous finalement. Oui, voilà. Il n'y a pas mieux que vous pour l'éduquer. Voilà. Et moi, je pense que c'est un peu difficile que l'homme, en fait, éduque les enfants. En tout cas, je trouve vraiment... Donc, c'est pas intéressant. Mais ça va entacher. La femme doit aussi avoir une carrière, doit se réaliser en tant qu'individu. Imaginez que c'est une ingénieure, par exemple, ou une pilote. Bon, tu sais, lorsqu'on travaille, on trouve toujours un peu de temps pour ce qui est le plus important, tu vois. Donc voilà, c'est ça. La famille, c'est plus important. Ouais, c'est plus important. L'éducation des enfants, c'est plus important que tout. Donc la femme devrait rester. Non, moi je dis pas que... Non, c'est pas la cuisine. La place de la femme, c'est pas... Non, c'est pas la cuisine, non. Moi, je parle pour l'éducation des enfants, en fait. Moi, je trouve que l'homme, en tout cas, c'est vraiment... Je trouve que c'est pas raisonnable. Je suis désolée. Hein. C'est pas raisonnable. Ok. Mais vous avez... Oui, je pense que on parle de l'enfant. Oui. Donc, quelle que soit la décision que l'on prend, il faut s'intéresser à l'enfant. L'enfant qui a des besoins d'affection, qui a des besoins d'éducation. Que la femme travaille ou qu'elle ne travaille pas, le compromis doit être trouvé. De manière à ce que cet enfant ne manque pas de ces deux besoins que je viens d'évoquer. Si la profession de la femme va entraîner à ce que l'enfant ait un déficit d'affection, un déficit d'attention et d'affection, on peut se dire, écoutez, je travaillerai plus tard, ou bien je me mettrai à mon compte, de manière à pouvoir décider de mon temps et consacrer suffisamment de temps à cet enfant. Donc il n'y a pas de disposition figée que l'on puisse imposer à tous les couples. C'est chaque couple en fonction de son parcours, en fonction de son éducation, en fonction de son instruction, qui décidera de comment il va arbitrer les choses tout en mettant l'intérêt de l'enfant en priorité. Donc l'enfant, c'est la priorité, mais si jamais on voulait aller loin dans la réflexion, on va rentrer dans le débat de la préséance entre la poule et l'œuf, parce que finalement l'enfant doit devenir les parents et consorts. Justement. Mais c'est pas grave. Monsieur Kouane, si jamais, par exemple, les gens disaient que votre film est rétrogradé et que ça ramène la femme dans ses années de souffrance, ça veut dire la femme ne doit pas avoir des rêves, c'est elle qui doit éduquer l'enfant, elle doit rester à la maison. Qu'est-ce que vous répondrez à un tel argument ? Déjà, je ne suis pas de cet avis dire que la femme doit rester à la maison. Je dis juste qu'il faut qu'on fasse une sorte d'échelle de responsabilité. On peut voir un homme et une femme travailler, mais il y a toujours une part de responsabilité en tant que femme et en tant qu'épouse et en tant que ça ne marche pas. L'Europe, ça marche pas. Malheureusement, on est en train de... Le travail et la famille, ça marche pas. Je serais désolé de dire qu'on est en train de
copier une société qui a un problème sérieux de divorce et des problèmes des couples. Et que nous ne les connaissions pas jadis, je pense bien, parce qu'on est en train de copier une culture justement qui encourage ce genre de choses et puis qui nous met dans un imbroglio de problèmes en fait. Je suis d'avis que malgré la passion de tout ce que nous pouvons avoir, il est important que chaque personne ait le temps de revenir à sa tâche, que ça soit professionnel, que ça soit tâche familiale, de revenir dire tiens que voilà, j'ai travaillé, mais il y a une autre responsabilité qui m'attend à la maison, entre guillemets, éduquer ses enfants. Surtout les femmes vis-à-vis de leur mère, il y a beaucoup de choses que beaucoup de femmes ratent, justement parce que les mères, soit elles n'ont pas reçu ça, voilà, ou soit parce que moi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des nièces comme ça, parce que je suis issu d'une famille de plusieurs femmes. Il y a vraiment le déficit quand une mère n'est pas là pour leurs enfants. Il y a beaucoup de femmes de nos jours qu'on le voit bien habillées, 25-30 ans, mais qui ne savent pas comment entretenir leur corps, par exemple, qui savent pas, qui se rebellent, voilà, il y a beaucoup de problèmes que je ne pourrais pas citer là. Donc, je pense que si cet enfant, que sa mère était à côté d'elle, parlait de temps en temps, la prévenir de certaines choses, les femmes, elle serait plus aguerrie qu'une femme qu'on laisse comme ça. Belle Biche, la femme doit rester aux côtés de ses enfants, surtout pour l'éducation de la fille. Parce que M. Akwane pense qu'il y a des choses que seule la mère doit dire à la fille. Exactement. D'accord? Oui. Avant qu'on en vienne à votre roman, j'ai pas oublié. Je suis d'accord, puisque surtout pour moi, les premières années d'un enfant est très, 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 très important. Une mère doit être là surtout pour les premières années, les premiers pas et tout le reste. Parce que quand on a parlé tantôt de la responsabilité de l'homme, il n'a pas un cœur patient, par exemple. Les enfants, ils sont capricieux. Les enfants, c'est un mal de crâne. Alors, c'est un cœur de femme qu'il faut à cette place-là. Ben, ok, l'homme aussi a sa place pour l'enfant en tant que petit. Sa présence est indispensable. Alors que c'est vrai que la société d'aujourd'hui, les factures coûtent énormément cher. Les parents courent ça et là pour répondre aux besoins des enfants. Mais je pense qu'il faudrait quand même en arriver à être équilibré. Parce que c'est vrai, ok, on va chercher de quoi manger, de quoi s'habiller, de quoi éduquer les enfants, de quoi les scolariser. Mais c'est quand même important de tenir compte de quel type de personnes nous allons former pour la société de demain. Et ça exige que la maman et le papa s'y mettent en éducation. Donc, ok, on peut tous les deux travailler, mais tout en restant regardant envers les enfants. Très important. Grâce à Dieu que les parents de Belle Biche, tous les deux étaient là. Belle Biche, c'est le personnage de votre roman. Oui, c'est ça? Exactement. Vous racontez l'histoire d'une fille qui, du jour au lendemain, voit sa vie chamboulée par une maladie que personne ne comprend, que même le médecin n'arrive pas à résoudre finalement. D'où vous est venue cette inspiration? C'est quelque chose de vécu personnellement ou vous êtes réveillé un matin comme nombreux romanciers et romancières, vous avez inventé une histoire? Ok. Alors, l'idée d'écrire mon livre, cette question revient encore et encore. Alors, ce n'est pas arrivé comme ça d'un coup, c'est une succession d'événements. Alors, écrire le livre a commencé, je ne sais pas dire exactement quand, mais j'ai été plantée dans un environnement qui a tout simplement permis à ce qu'aujourd'hui, j'en puisse en arriver à écrire un livre. Mais l'élément déclencheur, c'est à mon anniversaire en 2018, septembre exactement, le 13. Je reçois un cadeau très particulier. Un ami me donne une lettre et dans la lettre, il écrit qu'il va financer les 100 premiers exemplaires de mon premier livre. Ah. Je dis, attends gars, sérieux, ça va pas dans ta tête? Tous les jours, hein, J'ai dit, attends, j'ai jamais dit que j'allais écrire un livre. Donne-moi un cadeau dans mon présent, ça c'est dans un futur incertain, je ne sais même pas si j'écrirai un jour. J'ai dit, j'aime les chaussures, donne-moi les chaussures. Il dit, Belle, tu choisis entre les chaussures et la lettre. J'ai dit, bah, ok, on prend la lettre, c'est le cadeau. Alors, une année après, je relis la lettre, je me rends compte que c'est un amour qui m'a été donné. Et la seule façon de répondre à cet amour, c'était d'écrire un livre. Pour moi, c'était devenu carrément une exigence. Ah, Belle, tu dois écrire. Ben, j'écris sur quoi? On espère qu'il a aimé le livre. Quelle belle histoire. Non, mais franchement. Ok, et en 2019, c'est la même chose. Puis on arrive en 2020, avril exactement, il y a cette tragédie qui arrive. Je tombe malade, gravement malade, mourante,
Enfin, j'expire. Donc finalement, c'est votre histoire. Oui, Vous l'avez vécu dans exactement. votre chair. Alors, pendant la maladie, la même personne revient vers moi et me dit « Mais Belle, tu fais quoi? Écris. » J'ai dit « J'écris des poèmes, c'est des petits trucs. Un livre, c'est énorme, j'ai pas les mots et tout. » Et puis plus tard, quand je reprends toutes mes forces et tout, je racontais mon histoire dans les détails puisqu'il y a eu un grand changement dans mon physique. Alors c'est les proches, la famille, les amis, c'est tout le monde qui voulait savoir ce qui s'était passé pendant le confinement. Alors je racontais mon histoire et je voyais comment ça créait de l'émotion dans le regard de mon interlocuteur. Et puis là, je voyais exactement le contenu de mon livre. Alors je me suis dit, et si j'écrivais cette histoire? Novembre 2020. Je commence à écrire et j'envoie à mon éditeur Darid Gouindoula. Il dit « Belle, waouh, c'est magnifique. » C'est là que j'ai su que ça fera un bon livre. Je faillis avoir la même réaction quand je lisais votre ouvrage. Je me suis dit vraiment à un moment, waouh, parce que l'histoire, elle est très captivante. Il y a une intrigue, surtout que vous l'avez vécue. Je comprends pourquoi est-ce que j'ai ressenti toutes ces émotions. C'est quelque chose de vrai. Mais simplement, j'en ai lu quelques ouvrages, surtout les nouvelles de Sangwali. Il y a quand même un choix des styles littéraires avec lequel je ne suis pas très d'accord. Ça a chamboulé mes habitudes. Je ne dis pas que c'est mauvais, ça peut être de la progression. Je ne suis pas quelqu'un de très ouvert, manifestement. Pourquoi ce choix-là d'écrire comme on parle? C'est-à-dire à un moment, j'ai vraiment ressenti que c'était une discussion de deux personnes de la rue avec vous élidez des mots, avec des mots qu'on n'utilise généralement pas dans les livres. Toutes les phrases ne sont pas faites comme dans les micro-nouvelles. Moi, en tant que classiste, je sais pas, de la littérature, j'étais un peu... Pourquoi ce choix-là? Bon, déjà, je ne savais vraiment pas par où commencer. Okay. Je ne savais pas comment m'y prendre. Alors, la procédure adoptée, c'était « Belle, écris comme tu parles ». Alors, j'étais en train d'écrire mon livre tout en imaginant qu'il y avait quelqu'un en face de moi qui écoutait ce que je disais. Alors, l'écriture première, c'était j'écris comme je parle, tout simplement. Alors, le travail de la maison d'édition, justement, c'est de parfaire, voilà, de rendre un bon français. Mais la difficulté, c'est que quand j'ai reçu le travail, c'était tellement raffiné que j'ai dit ça, c'est pas moi. C'est tellement bien écrit que j'ai dit non, 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 je voudrais que ce soit mes mots à moi. Vous avez refusé? Oui, j'ai refusé tout ce français avec beaucoup de mots très bien faits, très bien écrits. J'ai dit non, je voudrais que ce soit mes mots, je voudrais que ce soit... Quand je lis, j'ai dit que ça, c'est moi. Alors, carrément, la maison d'édition a dit, ok, tu peux t'auto-éditer et nous, on va t'accompagner puisque... Kingdom Editions organise des conférences auto-publishing. Il apprend, la maison d'édition apprend aux auteurs comment publier leurs œuvres littéraires. Voilà, j'ai participé à la conférence en avril, comment publier un chef-d'œuvre littéraire. Et voilà où j'en suis aujourd'hui, à m'auto-éditer, auto-publier avec Belle Mémoire. On lui souhaite toute la chance du monde, on espère que ça sera un chef-d'œuvre, mais moi, j'ai aimé. Donc, si je pourrais dire un mot, je recommanderais ça à tout le monde et j'espère que vous allez donner un exemplaire aux invités qui sont ici parce que le sens de cette émission, c'est notamment la rencontre. Je me suis dit, il faut à un moment qu'il y ait quelque chose qui fait croiser des culturels parce que la culture, comme je le lis, elle est faite pour nous penser. Alors, on va revenir, monsieur Tony. J'ai envie de vous poser une question. Mais elle n'est pas très sensée. Parce que Sangwali, c'est vrai, c'est imaginaire. Mais simplement, je retrouve quand même assez de noms de personnages à consonance très congolaise. Je me dis, Sangwali, ça ressemble à quel pays? On doit l'identifier à un pays vrai qui existe ou finalement on reste dans la fiction? Alors, le pays n'existe pas. Ce sont des textes que j'ai écrits il y a quelques années déjà. C'était précisément en 2017. La plupart à Togo. Au Togo, qui est un pays d'Afrique de l'Ouest, où j'ai vécu pas mal d'années. Le Sangwali s'apparente beaucoup plus à l'Afrique de l'Ouest, où j'ai vécu longtemps, comme je disais tout à l'heure. Cependant, j'avais envie de faire comme un clin d'œil au Congo, à mes frères qui étaient là-bas. À ce moment-là, je ne savais pas encore que je reviendrais au Congo et que j'y vivrais comme aujourd'hui. Et donc pour moi,
d'écrire des histoires dans un pays imaginaire qui est le Sangwali, mais se colle à la réalité d'Afrique de l'Ouest, en donnant des noms de personnages du Congo, permettait de faire un clin d'œil voilà, au Congo, parce que souvent les noms que je donne à mes personnages sont des noms qui se collent à l'histoire que je raconte. Ouais, donc c'est juste ça. Quelque chose que je n'avais pas dit, vous êtes descendant d'une très grande famille de littéraires. Votre père écrivait, vos frères et sœurs écrivent, donc la famille est élevée. Il y a un thème qui m'a intéressé, j'ai intitulé ça « L'émancipation de la femme ». La micro-nouvelle qui vivra verra. Où vous faites à la limite une épopée du lait maternel. Du lait maternel. Ah oui. Moi, ça m'a beaucoup intéressé parce qu'aujourd'hui, je me rappelle qu'il y a des colloques pour appeler aux femmes de téter leur bébé. Chose qui devrait être naturelle. Doit-on accepter cela? Parce que j'ai senti quand même qu'il y avait un sens de conservatisme dans cette nouvelle-là. Oui. Doit-on accepter cela simplement par le besoin de l'ouverture, ou on reste vraiment dans l'esprit de cette nouvelle qui rappelle, qui raconte quand même le plaisir qu'un bébé, la joie qu'un bébé a à téter, non seulement la joie, mais la vitalité qu'il y a dans le lait maternel. Alors, puisque vous en parlez, moi j'aimerais bien en faire la lecture, mais je répondrai peut-être à la question d'abord. Effectivement. Je vous trouve la micro en attendant que vous répondiez. Donc, moi je ne suis pas médecin. Mais je pense que la nature elle-même a voulu que l'enfant qui naît tète le sein de sa mère. À moins que les consultations prénatales font que l'on ait identifié peut-être dans le chef de la mère quelques difficultés qui font que le sein maternel ne serait pas propice. Encore une fois, je ne suis pas médecin. Mais mon choix, c'est de dire que l'enfant qui naît doit téter le sein de sa mère. Voilà. Pour le reste, je ne saurais vraiment me prononcer. Faites plaisir, on va avoir nulle part ailleurs que ce choc d'idées. Le souffle. Je l'inspire, je l'expire et je vis, conscient de moi-même. Le souffle. Je m'y attache, je ne veux qu'il s'arrête. Sur ma langue et de mes petites mains encore frêles, j'en serre le téton. Je bois et je m'endors. Là, je découvre tout à la fois le bonheur, la torpeur et la douleur. Je me nie à la chaleur de sa peau, à la douceur de ses mains, à ce sein nu que je tète. Je m'éveille à la vie. Okay. C'est dans Choc d'idées que ça se passe. Je crois que les gens allaient acclamer. Finalement, il ne faut pas qu'on vous demande. Nulle part ailleurs que c'est dans Siloé. On continue, mesdames, messieurs, on continue notre échange. Okay. Vous allez, moi je vous recommande les nouvelles du Sangwali. C'est très percutant, d'abord très bien écrit. Sincèrement, je retrouve de la grande littérature. J'ai pris vraiment plaisir à les lire. Merci. Et une particularité, c'est que je lisais avec mon dictionnaire à côté. Il y a énormément de mots, des mots nouveaux que personnellement j'ai appris. Et ça, c'est le travail d'un écrivain. Ça rajoute quelque chose dans l'intellect des lecteurs. Merci. Même si c'est de l'imaginaire, mais on voit qu'on bénéficie de manière directe. Et j'aimerais vous dire bravo pour ça. Et merci, parce que ça nous aide vraiment à apprendre. Alors, on en vient encore à Jama. J'ai appris que la série a énormément traîné pour être tournée, pour être finalement mise à la place publique. J'aimerais que vous nous racontiez en très peu de temps comment ça s'est passé, la rencontre avec les acteurs et les actrices. Je crois que Jamilia va le faire. Mais que vous nous dites d'abord les difficultés que vous avez rencontrées, parce qu'il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas vraiment de producteur. Je vois que vous êtes vous-même un coproducteur de la série. Évidemment. Comment ça s'est passé? En tout cas, ça c'est vrai que la série a vraiment traîné, parce que en un mot, si je dois résumer, c'est argent. Okay. Donc c'est le problème d'argent. Justement, on est dans un pays, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui a un problème d'industrialisation de ce secteur en fait. Et puis après, il y a un manque criant de producteurs. On parle de producteurs dans le vrai sens du mot. 90% des producteurs qui sont dans le cinéma congolais sont des producteurs, comment on appelle, à défaut, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Ce sont des producteurs qui le deviennent, qui s'autoproduisent en fait parce qu'ils n'ont pas de choix.
justement, la série a traîné parce qu'on a connu beaucoup d'imprévus. Parce que, vous savez, dans la gestion budgétaire, moins il y a d'argent, plus il y a d'imprévus. Plus il y a d'argent, moins il y a d'imprévus. Donc, dans notre cas, on voulait faire quelque chose de super bien qui, vraiment, en le regardant, on se dira, tiens, c'est une très belle image, des très beaux acteurs, des très beaux décors et ainsi de suite. Et on a travaillé dans ça. On a pris le temps justement de faire un recrutement par rapport à tous les acteurs. Ça nous a pris beaucoup de temps en termes d'abord des répétitions. Des répétitions parce qu'on a travaillé avec vraiment des acteurs, beaucoup d'acteurs, disons comme ça. Et puis après, on est allé en tournage. Bien évidemment, le tournage était composé des techniciens professionnels, stagiaires et apprentis. Donc mélanger tous ces mondes-là, c'était très compliqué. On a connu beaucoup d'imprévus, comme je l'ai dit, avec les troubles qui sont liés à l'instabilité du pays, avec ce qui s'est passé en vie. Je ne vais pas citer les troubles politiques qu'il y a eu, qui nous a trouvés en pleine production, et ainsi de suite. Nous avons fini la production, parce que c'est une série, des 13 épisodes, donc c'est comme si faire 13 épisodes d'un film, d'un court-métrage en fait. C'est beaucoup. Et puis chaque épisode, c'est 26 minutes, je ne me trompe pas. Oui, bon, plus ou moins 25 minutes, mais il y a d'autres épisodes qui vont jusqu'à 35 minutes. Donc c'est vraiment une contrainte budgétaire énorme. Mais on a voulu relever les défis et on l'a fait en année ou en année. Quoi. Donc, et bravo. Merci. Mais votre avis quand même sur la situation cinématographique à Kinshasa, parce que vous, par exemple, vous y êtes arrivé par force d'expérience, mais il y en a plein de jeunes avec des bons scénarios qui simplement ne peuvent pas produire par absence d'industrie. Et ça, les métiers d'acteurs, on souffre parce qu'il n'y a pas assez de projets. Ouais. Parce qu'on est vraiment entre le marteau et l'enclume en fait. On s'ébat. Notre plus grande motivation, c'est notre passion. Parce qu'on s'est dit, tiens, on va attendre le gouvernement. Ah non. Notre passion, on l'aime, on les fait comme ça. Parce que si on attendait, il n'y allait y avoir rien. C'est pour ça que les gens disent... Vous ne serez pas à bout de souffle à un moment? Je pense pas. Quand on aime, mais quand on est passionné, le bout de souffle, je ne sais pas si ça va me freiner, moi, par exemple, parce que j'aime énormément mon travail. C'est une passion du fond du cœur. Alors... voilà, si je dois dire un mot par rapport à toutes ces personnes qui veulent justement produire leur projet ou réaliser leur projet, c'est d'être passionné et de s'informer et de chercher des voies et moyens justement pour arriver à se produire dans une industrie qui est plus ou moins quasi inexistante. Voilà. Djamelia, comment ça s'est passé d'abord la rencontre? Comment vous avez croisé le projet, quand on vous a envoyé les scénarios et votre rôle, comment ça s'est passé? Vous avez répété combien de temps et tout ça? Ok. Normalement, moi, je ne voulais pas faire le cinéma. Moi, je voulais être styliste parce que je dessine, je crée le modèle et tout, voilà. J'ai pas eu l'occasion, en fait, on m'a pas laissé l'occasion de faire la coupe et couture parce que, voilà, on dit qu'ici, ça marche pas. Il n'y a pas d'argent ici. C'est réservé surtout aux gens... Ouais, genre aux États-Unis, le truc comme ça, voilà. J'étais obligée de faire autre chose. Il y avait un jour, je suis allée faire un clip avec un frère à moi. C'est là que j'ai rencontré le réalisateur. Il m'a proposé, voilà, tu peux jouer comme ça. J'ai dit, bon, j'avais seulement accepté pour qu'on ne me dérange pas parce que moi, j'aime pas trop quand on m'harcèle et tout. J'ai dit, ok, d'accord. À l'époque, j'ai travaillé à Zimbabwe et tout. Alors, un jour, il m'a appelé, m'a dit qu'il vient prendre les scénarios et tout. Bon, vu que j'étais juste à côté, je suis allée chercher les scénarios et voilà, je suis rentrée au travail. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai jeté les scénarios parce que d'habitude, j'aime pas trop lire, tu vois. Tu liras pas mon livre. C'est courageux de le lire. Ouais, je sais, mais là maintenant, j'aime lire parce que quand j'ai vu l'écrivain et tout. En fait, ça m'a inspiré beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que je me disais qu'un jour, je vais écrire l'histoire de ma vie. J'ai eu à passer des moments aussi très durs de ma vie. J'aimerais bien aussi raconter et tout, et puis réconforter aussi les gens. Vous voyez? Bon, là, c'est... Voilà. Vous me recevrez pour ça. Voilà. Quand je suis arrivée, j'étais scénario, je dis, d'habitude, moi, j'aime pas lire, et puis beaucoup comme ça. Je pense même pas que je vais lire et tout. Bon, j'ai continué ma vie. Il y avait un jour, j'étais pas allée au boulot, je suis restée à la maison. J'ai dit, bon, je m'ennuie, bon, je vais prendre ces trucs, je vais lire. Quand j'ai lu le truc, le scénario, en fait, j'avais aimé l'histoire.
Et ça se fait que le jour en question, il y avait la répétition. Je suis allée voir la répétition, j'ai trouvé beaucoup d'acteurs parce que moi, je n'ai pas étudié le cinéma, non. Je suis arrivée, j'ai trouvé les réalisateurs, il y avait tout le monde qui répétait. Au fait, le rôle que j'ai eu, au fait, il y avait beaucoup d'actrices, au fait. Oui, il y avait beaucoup, il y avait au fait beaucoup pour ça, au fait. Moi, j'étais arrivée, bon, je regardais parce qu'il y avait les aînés et tout, il y avait les autres d'Elina et tout, qui savaient déjà jouer plus que moi et tout. Moi, je regardais. Et après, le réalisateur m'a dit, vas-y, tu peux aller faire quelque chose là-devant et tout. Et voilà, je suis allée, j'ai essayé, je ne sais pas ce qu'il avait vu en moi et tout. Et voilà, il a dit que non, j'étais l'actrice principale. Tout le monde n'était pas d'accord. Il y avait des gens qui étaient fâchés. Nous, on était là avant elle, on a travaillé. Elle est venue aujourd'hui, voilà. Bon, moi, je me suis dit, ouais, Nela Likambwangolu, tu vois, toujours. Vu que ouais, Nela Likambwangolu, voilà. Et après, voilà, c'était vraiment très difficile pour moi parce que d'habitude, je vous ai dit, je n'aimais pas lire. J'étais obligée de lire, de retenir et tout, voilà. Le truc, le geste, des trucs comme ça. En fait, c'était vraiment très dur pour moi et le réalisateur m'a beaucoup aidée. Et après, j'ai commencé à me donner, j'ai même arrêté même mon boulot, même si ça avait pris beaucoup de temps. Bon, en fait, je faisais confiance au réalisateur. Je me suis dit, bon, ok, tiens, ça, c'est important. Je vais devenir une star alors. Et vous l'êtes, hein? Je vais en profiter. Voilà, c'était vraiment très difficile. Du coup, je me suis habituée. Il m'a appris beaucoup de choses, comment me tenir devant. Ce rôle que vous avez joué dans cette série, ce rôle de la fille toujours colérique, à langue facile, est-ce que vous êtes, je vais dire, est-ce que ça vous correspond légèrement ou soit il a vraiment fallu que vous travaillez sur la sortie d'un autre personnage carrément? Bon. Parce qu'à vous voir, hein, je me dis, en tout cas, elle ne ressemble pas à celle qui était dans la série. Bon, en fait, moi, je vais dire la vérité, au fait. Allez-y. On est dit qu'on c'est le chêne. Ouais, voilà, c'est Pasteur Moïse Ndiaye. Ouais, voilà. Je ne vais pas mentir. Je vais dire la vérité. En fait, ça correspond un peu avec ma vie. Dans quel sens que je suis très colérique. Je suis très colérique. Quand je me fâche, je parle comme ça, je ne réfléchis pas. Mais pas d'autre chose, tu vois un peu. Pas d'autre chose. Juste ça. Non, je suis colérique, mais je suis une très bonne personne. De me donner un tel scoop, hein, c'est intéressant. Rarement les acteurs et les actrices. Non, mais là, au moins là, je suis colérique. Oui, quand je me fâche, je parle un peu comme ça. Après, je viens me rendre compte que non, voilà, j'ai mal fait. En fait, c'est quelque chose que je me bats, en fait. J'aimerais bien changer ça. Non, ne vous battez pas, ça vous profite aujourd'hui. Non, parce que dans la vie... Non, en fait, parce que dans la vie réelle, ça me crée aussi des problèmes. Vous voyez, ça me crée des problèmes que je me fâche à tout moment. Je ne demande pas qu'est-ce qui s'est passé du coup. Je me fâche et tout, alors, voilà, là, ça crée des problèmes. Vous êtes dedans, dans le monde du cinéma, sous l'effet des projecteurs. Vous dites quoi? Vous arrêtez autre chose? Vous continuez avec votre carrière d'actrice? Bon, en fait, je ne suis pas seulement actrice. J'ai autre chose aussi. J'ai fait... Mais vous êtes désormais actrice aussi? Oui, je suis actrice, mais j'ai ma ligne de lingerie qui s'appelle Popo Juice. Ah, vous payerez pour la pub. Hein? Qui s'appelle Popo Juice. Et puis j'ai une fondation aussi. Je m'occupe des enfants, de petits-enfants et tout. Mais en fait, j'aime être actrice, au fait. J'aime être actrice. C'est vrai que non, je n'ai pas eu la chance de faire les écoles pour ça, mais pour moi, je me dis que c'est un don, comme les gens disent que ouais, c'est un don. Donc, du coup, je suis arrivée même pas, je dirais quoi, même pas combien d'années? À peine une année. Oui, à peine une année, du coup, voilà. Premier rôle à Djama. Tac, Napeli. Moi, j'assume, hein, ceux qui n'ont pas fait les études dans un domaine X et qui s'y aventurent sont généralement le meilleur. Voilà. Je vous le dis en connaissant des causes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, Belle Biche, je voudrais qu'on revienne un peu sur ton roman. Il y a quelque chose que j'ai retrouvé personnel. Le rapport entre la foi et la science dans le cas de votre maladie. Ça, c'est vraiment, ça arrive très souvent. Belle Biche avait une mère très chrétienne et qui, des fois, posait problème aux médecins.
parce qu'elle voulait à tout prix que l'on associe la science et la foi. Elle voulait à tout prix que, même si vous êtes soigné, que vous ayez aussi la prière à côté. Des fois même, elle vous déplaçait pendant que vous n'étiez pas à l'état de vous déplacer. Elle voulait que vous rentriez à la maison pendant que ce n'était pas permis. Comment vous avez vécu ça? Comment elle a vécu ça en tant que malade? De voir que non seulement elle souffre dans son corps, mais il y a une bataille entre la science et la foi. Honnêtement, ça n'a vraiment pas été facile. C'était très dur de pouvoir combiner tout ça. Parce qu'au début, j'ai parlé de mon père et de ma mère, où j'ai dit que de mon père, j'ai hérité les sciences, et de ma mère, j'ai hérité le Dieu des sciences. Effectivement. Voilà, donc le Dieu des sciences. Si ma mère, c'est l'église, mon père, c'est les hôpitaux. Alors du coup, moi, j'arrivais à gérer personnellement dans mon corps, mais la grande difficulté, c'était le regard de ma mère, de mon père, de mes sœurs, de mon frère. Enfin, c'était difficile à voir comment ils réagissaient face à ma maladie. Oui. Puisque ma mère était tout le temps en larmes, mon père hyper tendu, mes sœurs en folie. Donc, c'est ce qui me brisait au fait. Moi, je me disais que ça va passer. J'ai la foi aussi. J'ai grandi dans la foi chrétienne. Donc, je savais que c'est juste une impasse. C'est arrivé, mais je vais m'en sortir. Donc, j'étais très forte en moi. Mais j'arrivais pas au fait à gérer les autres au fait. Oui, donc ça te rendait beaucoup plus malade que oui, exactement. Que tu l'étais vraiment. Mais oui. Finalement, c'est-à-dire la foi a remporté sur la science. Oui, oui, exactement. C'est votre conviction interne qui vous a guéri. Oui, mais je pense que c'est les deux ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Puisque j'ai suivi, c'est vrai, des séances des prières, mais en même temps des suivis médicaux. Donc, j'étais entre les médecins et l'église. Donc, ok, la prière était là, mais aussi je prenais tous les soins possibles. Donc, l'un n'était pas sans l'autre. Il y avait la combine des deux. Mais vous savez que vous avez de la chance. Il y a beaucoup de familles comme ça, dans cette bataille-là, où il faut absolument que l'un gagne sur l'autre. Moi, j'en connais qui sont arrivés malheureusement à la tragédie des pertes de vie parce qu'on ne faisait plus confiance aux hôpitaux. On disait le pasteur ou rien. Okay. Qu'est-ce que vous diriez à ces gens de famille-là où la foi, vraiment, sans la foi, il n'y a rien? Bon, déjà, moi, je me repose sur ce passage qui dit que l'homme vivra par sa foi. Puisque la vérité, c'est que le malade, c'est lui qui vit la souffrance dans son corps. Alors, si les décideurs sont externes, puisque vous remarquerez qu'au début de l'histoire, c'est mes parents qui décident. Où on va, associer avec les membres de l'église. On m'emmène où, on fait quoi. Moi, je n'avais vraiment pas mon mot à dire. Vous avez fait de l'automédication avec de l'huile de palme chauffée. On écoutait tout le monde. Hein. Vous voyez qu'on est dans l'impasse, on écoute tout le monde, on veut résoudre le problème. Alors, tout ce qui arrive, on saisit l'opportunité, on se dit, bon, on ne sait jamais, peut-être que ça va marcher, on essaie. Voilà. Alors, du coup... le malade vit sa souffrance dans son corps, mais les décideurs sont externes. Alors, pour moi, les familles qui ne s'attardent que, par exemple, à l'église, bon, ok, on va prier pour trouver la solution et on ne va pas voir les médecins. Ça, c'est la foi de ces personnes externes. Mais ce n'est pas eux les malades, c'est la foi du malade qui est au fait le plus important. Donc, on doit plus écouter le malade? Non, ce n'est pas qu'on doit plus l'écouter, puisque le malade, en ce moment-là, il ne s'est pas décidé non plus. C'est très compliqué. Alors, je vais joindre l'écrivain, mon collègue écrivain, c'est qu'il faut être ouvert d'esprit. Ouvert d'esprit, ça veut dire ne pas rejeter aussi des solutions qui peuvent être... applicables. Et avantageuses. Oui, et avantageuses. Voilà. Parce qu'on voit que dans votre cas, l'aide médicale a été très très précieuse. Sinon, oui, exactement. Vous y serez resté. Oui. Chose qui nous aurait, peut-être qu'on n'aurait pas eu la chance d'avoir une telle éloquence et une telle intelligence sur ce plateau. Monsieur Tony, je voudrais que vous placiez un mot justement sur ces sujets parce que la particularité de ce recueil des micro-nouvelles, c'est que vous confrontez généralement deux thématiques. Moi, j'en ai retenu comme ça, où vous confrontez généralement l'amour à la trahison, l'identité
à l'unité et comme ça. Cette bataille-là aujourd'hui de la foi et de la science, c'est millénaire, je reconnais, mais au Congo, à croire que ça commence vraiment à exister. Et c'est un choc, quelquefois, qui fait mal. Mais je pense que la réponse a été donnée dans le propos qu'a tenu Bibiche. Belbiche. Ouais. Voilà. Quand elle a dit que il y a les sciences et il y a le Dieu des sciences. Ceux qui croient nous diront que rien n'existe sans Dieu. Et donc si Dieu est le créateur du ciel et de la terre, comme cela a été souvent, eh bien, il maîtrise toutes les sciences. Alors, en réalité, je rejoins ce que dit Belbiche, c'est-à-dire que c'est la foi que vous nourrissez en vous-même. Et là où ça rejoint les sciences, c'est que nourrissant cette foi-là, vous vous conditionnez également à recevoir cette guérison-là. Les psychologues disent également que lorsque vous, déjà, en vous-même, vous êtes défait, vous êtes abattu, vous ne croyez plus, en réalité, vous vous laissez aller et vous mourrez à petit feu. Mais lorsqu'au travers de cette passerelle de la foi, vous arrivez à faire renaître l'espoir, eh bien, tout votre cœur se joint à vous pour lutter et tendre vers cette guérison-là. Vous croyez en Dieu et votre corps s'y met également. Et ça contribue, avec l'aide de la science, à mon sens en tout cas, à faire que vous allez mieux. Donc, c'est ce que je pense, personnellement. Ok, alors nous sommes en train vraiment de tendre vers la fin de cette émission. Ça a été un grand plaisir pour moi, parce que l'échange est très instructif. La culture n'est toujours pas un domaine florissant dans ces pays. On a vu M. Akoni qui venait de dire que les cinémas souffrent d'un manque d'industrie. Il n'y a pas que les cinémas, les livres aussi. Aujourd'hui, est-ce qu'un écrivain, j'aime toujours poser cette question, peut vivre de ses écrits? Monsieur Tony. Et la même question pour les cinéastes aussi. Il y a même de très bons ouvrages qui sont écrits, à mon sens, qui ne deviennent pas forcément de best-sellers. Parce qu'il y a aussi l'aspect marketing, l'aspect communication qui fait que même des livres qui ne sont pas forcément des livres de trop bonne facture, mais parce qu'il y a un thème marketing qui est fait autour, il se vend beaucoup. Il suffit qu'il y ait une vedette peut-être du cinéma, qui est très reconnue pour son talent dans le cinéma, qui vient, je ne sais pas ça pour vous, voilà, qui vient à écrire un livre, simplement du fait de son nom, pas du fait de l'écrit. On va acheter son livre, voilà, en grande quantité, et ce sera un best-seller, et elle pourra vivre également de cette œuvre. Vous voudriez qu'on soit un peu plus regardant? Non, du tout. Je veux juste relativiser. Okay. Pour dire qu'en définitive, parmi les écrivains, ici ou ailleurs, vous avez des tas de gens qui écrivent. Et si on devait faire une sorte de statistique pour déterminer combien sont ceux parmi la pléthore d'écrivains qui existent dans le monde arrivent à être des best-sellers, je pense que les best-sellers sont beaucoup moins nombreux que... Voilà. Effectivement. Cependant, celui qui écrit, il écrit d'abord parce que il en ressent le besoin, et il écrit parce qu'il veut passer un message. Et personnellement, je me dis qu'en écrivant, si j'arrive à toucher ne fût-ce qu'une personne qui, à travers mes écrits, arrive à avoir une lumière, pour moi, l'objectif est déjà atteint. Alors ça y est, parce que nouvelle des Sangolais, ça m'a touché. Voilà, donc pour moi, je suis déjà largement satisfait. Déjà, je me suis satisfait moi-même parce que j'ai répondu à une pression qui était en moi, et qu'il fallait que j'écrive. D'abord pour soi. D'abord pour soi. D'abord pour soi. Et ensuite, parce que j'arrive à toucher au moins une âme qui est satisfaite de l'écrit. Maintenant, est-ce que l'écrivain arrive à vivre de son art? Personnellement, ce n'est pas ma quête. Voilà. Et je reparle encore de ces statistiques. Je pense que la statistique est faible par rapport à ceux qui arrivent à vivre de leur art. Mais j'observe quand même, au Congo en particulier, qu'il y a vraiment une nouvelle dynamique. Surtout chez les jeunes. Voilà, il y a une nouvelle dynamique qui non, mais je vous dis, les jeunes. Pas plus tard que ce matin, j'étais à la présentation d'un roman d'une jeune femme qui a 22 ans. Selena. Selena, voilà, elle est passée par ici, Mattesso, son roman. Son roman, voilà. Exactement. Je découvre aujourd'hui Belbiche. Il y a de plus en plus de jeunes qui se décomplexent face à l'écriture. Et je pense qu'il y a une nouvelle dynamique qui est en train de s'enclencher dans la littérature congolaise. On sait que vous avez publié dans les éditions Mikanda Nouvelles et que ce n'est pas votre quête de vivre de votre
vos écrits, Oui. mais on va quand même vous demander de nous dire, au cas où nous voudrions l'avoir juste par passion de la lecture, où on peut l'avoir, est-ce qu'il y a des points de vente, on vous cherche directement? Alors, aujourd'hui, le livre est en vente à la Halle de la Gombe et à la librairie des Grands Lacs qui se trouve en face de la TNB. Okay. Voilà, ce sont les deux endroits où vous pouvez vous déplacer et en faire l'acquisition. Sinon, nous faisons également des livraisons à domicile. Il y a des numéros de téléphone qui sont disponibles, sur lesquels je communique à travers de ma page Facebook. Donc, si vous cherchez sur Facebook Tony Elebe Maikonzo, vous tombez sur ma page et là, vous aurez les informations complètes sur notamment les numéros de téléphone à partir desquels vous pouvez avoir des livraisons à domicile avec dédicace de l'auteur en prix. Je crois que vous organisez aussi des colloques parce que nous, on a quand même la chance, peut-être parce qu'on s'appelle Siloé Télévision, de vous recevoir sur notre plateau. Mais il y en a plein qui vous lisent, qui vous liront, qui n'auront peut-être pas cette chance-là. Moi, je plaide toujours que les auteurs se déplacent, qu'on organise effectivement énormément de colloques littéraires pour que les jeunes gens vous rencontrent. Quand on rencontre quelqu'un qu'on a lu, ça change. On est habitué à lire Socrate et autres, des gens qu'on n'a pas vus. Et moi, ça me fait énormément plaisir de rencontrer M. Tony, que je viens de lire hier soir aussi. Alors, le même exercice pour vous, M. Akwane. Vous répondez, est-ce que vous vivez de votre art et comment on peut faire pour visualiser la série que moi j'ai vue, je le dis encore, j'ai vu, et que je le recommande aux gens. Alors, vivre de son art, tout à l'heure, vous avez dit clairement qu'on a un problème culturel en termes de consommation de la culture qui est vraiment un problème très sérieux, que ce soit dans tous les domaines artistiques en fait. Alors, oui, je vis de mon art, mais pas pleinement en fait. Donc, je me dirais ne pas être épanoui dans cette... dans ces retours sur investissement de mon art. Contrairement à M. Tony, c'est votre quête. Oui, c'est ma quête en fait. C'est ma quête parce que, oui, justement parce que dans notre domaine de cinéma, pour que le cinéma soit cinéma dans le monde, il y a le côté commercial qui est très 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 important. En effet. Tu vois, les côtés commerciaux, parce qu'il y a encore des films d'auteurs qui leur art est un peu plus objectif, donc, disons subjectif, dans le sens où ils font un film pour donner un avis particulier ou quoi que ce soit. Mais il y a maintenant de ce côté commercial qui est vraiment objectif, c'est-à-dire atteindre un public cible, leur transmettre quelque chose et les appeler en masse pour justement consommer les films. Ce n'est que dans cette consommation que l'industrie est créée. Les gens se posent la question, c'est quoi une industrie de cinéma? L'industrie du cinéma, c'est comme une roue qui tourne, c'est-à-dire il y a nous qui produisons en tant que producteurs, il y a le consommateur qui est le public qui consomme dans les salles de cinéma, et cet argent qui est entré dans le cinéma, qui est entré dans les télévisions, qui est entré dans le net, nous revient et nous produisons d'autres films. C'est ces cercles-là qui créent l'industrie du cinéma. Donc du coup, pour faire exister ce cinéma, j'invite généralement beaucoup de producteurs, réalisateurs à faire plus un cinéma commercial. Nous sommes tous en train de tendre plus ou moins vers cette tendance-là, sinon les gens regarderont un film et diront tiens, c'est un beau film, et puis après ils passent à autre chose. Mais un commercial, c'est-à-dire vous poussez ces publics-là, qu'est-ce que les Chinois aiment, qu'est-ce que les Congolais aiment. Mais n'oubliez pas d'éduquer aussi, hein, parce qu'on a quand même... Évidemment, on a toujours... Faire un film, comme a dit le grand Balou, il faut se poser un acte politique. Effectivement. Moi, je considère en tout cas, je veux le dire, un avis de présentateur, que le cinéma, c'est un art politique. Ouais. C'est un art politique. Énormément, énormément. Ce qui fait que même, si je dois ajouter un petit mot, nous sommes tous au courant de ce que le film de Lumumba a inculqué à beaucoup de gens au pays. Tu trouveras un intellect à licencier tout ce que vous voulez, vous le demandez, Lumumba est mort pourquoi? On dit que Lumumba est mort à cause de sa femme. Parce qu'il y a une scène où Lumumba devait traverser, il devait partir, on l'a montré sa femme, et sa femme, il n'a pas traversé. Mais sauf que la pauvre femme qui a fait, je crois, 3 ans successifs, a passé à la télévision pour dire que cette scène-là, elle est fausse. Mais personne ne veut croire, parce qu'ils ont mis ça au cinéma. Parce que c'est cinéma. Alors, malheureusement. Très rapidement, on arrive vraiment à la fin. Très rapidement, on fait comment pour regarder Jama? Est-ce qu'il y en a dans nos télévisions locales? Justement, il y a des salles, ça c'est un point un peu sensible, mais je peux citer là où ça se trouve Jama. Allez-y, allez-y. Jama se trouve sur la plateforme Vison. C'est une plateforme de vidéos à la demande qu'il faut télécharger l'appli et puis s'abonner pour suivre le film. Alors, une question que les gens posent généralement, pourquoi on ne reçoit pas les films sur nos écrans, sur nos chaînes? Désolé de te dire ça parce que les chaînes sont pauvres. Ah oui, non, parce qu'ils n'achètent pas les contenus. Ah oui, on vit dans une culture qui est inversée. Tu vas vers une chaîne,
Ils te demandent les droits de diffusion pour un contenu qu'eux, ils devraient acheter. Effectivement. Il n'y a pas de droit télé, qu'est-ce que vous voulez? Justement, c'est ce qui fait que non, il y a beaucoup de films qui sont produits, beaucoup de séries télévisées, bon, pas beaucoup de séries télévisées, mais plus de films qui sont produits, mais sauf que ça n'arrive pas à la télévision. Il y a un moment, ça arrivait parce qu'on a fait des sacrifices. Mais après... vous allez revenir pour connaître ce débat-là. Je vous rassure que je saurai défendre ma télé. Madame Charelia, vous maintenant que vous êtes dans le 7e art, est-ce que ça paye les cachets? Bon. Jama a payé, j'espère. Bon. T'as pas peur du réalisateur. Allez-y. Bon, en fait, Courage. je me suis aussi retrouvée, mais pas comme je voulais, tu vois. Ok. Pas comme je voulais, mais après, on fait comme notre pays est vraiment, C'est comme ça. vraiment très bizarre. Je ne comprends rien. Ça ne vous arrête pas, j'espère. Non, non. En fait, moi, premièrement, j'aime le cinéma. Premièrement, je ne fais pas ça pour de l'argent. Non. Si c'était pour de l'argent, j'allais déjà arrêter, j'allais aller chercher quelque chose à faire et tout. Est-ce qu'il y a des projets de salles où les fans pourront venir faire des photos, vous rencontrer en personne? Est-ce qu'il y aura des projets de salles, de projection? Oui, là, il faut demander Au réalisateur, vous n'en savez parce rien. que je ne sais pas trop. Alors, nous sommes vraiment arrivés à la fin, mais Belbi, je ne t'ai pas oublié, ne t'inquiète pas, je te désannonce pas. Tu vas faire le même exercice. Tu nous dis comment on peut trouver le roman. Est-ce que c'est déjà, c'est déjà en dur, ou c'est en ligne, ou il y a un numéro de contact, très rapidement. Ok. Le livre est déjà en vente sur Amazon, donc il est en ligne sur Amazon. Il y a la version e-book et la version papier sur Amazon. Ok. Alors pour l'instant, le livre est en pré-vente pour Kinshasa, puisque c'est le samedi 9 octobre qu'on se retrouve pour la grande journée porte ouverte à Kingdom DNA Enterprises. C'est juste derrière Aldar, galerie présidentielle, avenue de la Paix 72 bis, Gombe, Kinshasa. L'immortel Invi Chamboulé. C'est-à-dire le 9 octobre. Oui, Que samedi on aura- 9 octobre. On aura une journée porte ouverte. Exactement. Bah moi, je te souhaite de vivre ton bouquin parce que ça raconte d'abord ton histoire et je souhaite plein succès à Immortel, mais aussi aux nouvelles de Sangwali, mais aussi à Jama. Vous comprendrez que nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. On n'a pas envie que ça s'arrête parce que la discussion a été très bien, très agréable. Mais je suis obligé par les temps de vous dire qu'on se retrouvera le lundi prochain. Gardez Siloé Télévision sur vos écrans parce que je reviens avec d'autres personnes ce lundi. À tout à l'heure.